lesquels d'entre vous ont commencé le Lean par Landon? Pas une main se lève. Bon, parfois on trouve que je suis un peu rude et que j'engueule les gens, mais je trouve que vous êtes dingues. Comment est-ce que vous pouvez lire ces livres de Lean et passer à côté de ça? Et choisir de commencer le Lean par le bout qui vous plaît? Ça sert à rien. Effectivement, la difficulté, c'est de faire du Lean quand vous n'avez pas un sensei qui vous botte les fesses. C'est très dur. Parce que tout le monde adore apprendre. Mais on adore apprendre plus de ce qu'on sait déjà. Ce qui est vachement dur, c'est là où Marc a eu un courage incroyable, c'est de supporter la semaine avec Nakao, alors qu'il était déjà grand chef. Ce qui est dur, c'est pas apprendre plus de ce qu'on sait déjà, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on devient prof, c'est pour ça que je suis devenu prof. Il y a ceux qui savent faire font, ceux qui savent pas faire enseignent. Parce que moi, quand on est prof, on n'a plus jamais besoin d'apprendre quoi que ce soit de sa vie. Ce qui est dur, c'est d'apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas et qui est parfaitement contre-intuitif, même si c'est parfaitement du bon sens. Ce que vous avez là avec Landon, c'est un exemple de quelque chose qui est parfaitement du bon sens, mais complètement contre-intuitif. Donc effectivement, quand on présente des trucs de Lean, et ça fait à peu près longtemps, ça fait très longtemps que je suis dedans aussi, c'est depuis que j'ai fait ma thèse dessus en 93, mais je trouve que les gens sont assez dingues. Alors c'est pas très grave, ils me le rendent bien, ils me trouvent complètement dingue aussi. Parce que je ne sais pas de quoi on parle. Parce que le Lean qu'on m'a appris, moi, c'est de développer sa compétitivité par le développement des gens. Alors quand j'ai commencé le Lean, c'était plus simple, c'était développer la compétitivité par l'amélioration des processus. Alors j'ai passé ma carrière à essayer de changer un peu le curseur en disant non, c'est pas tant l'amélioration des processus, c'est le développement des gens, mais ça change rien dans les deux cas. La partie développement de la compétitivité disparaît. C'est pour ça qu'on fait ça. Il y a une raison et les gens le comprennent très bien. Vous pouvez faire tous les efforts Lean que vous voulez, mais si vous fermez quand même l'usine pour aller la mettre en Pologne ou au Vietnam ou en Chine, vous n'avez rien à gagner. Donc la question c'est, quel est le lien entre la compétitivité et les efforts Lean que vous faites? Alors, ceci étant, je ne peux pas vous en vouloir, parce que moi, ce qui m'a fasciné par le Lean, je suis sociologue à l'origine, ce qui m'a fasciné par le Lean quand j'ai commencé à regarder ça, c'est j'étudiais comment les ingénieurs de Toyota faisaient appliquer du Lean dans une usine de Valeo, qui n'en voulaient vraiment pas. Pour vous dire, hein, quand les gars de Toyota venaient, ils faisaient comme Toyota faisait, après ils démontaient, ils revenaient comme avant, et quand Toyota revenait, ils remettaient tout comme Toyota voulait. C'était pas simple. Mais par contre, ils avaient pris plein de notes, donc c'était très intéressant. Et j'arrêtais pas de demander aux gens de Toyota, mais comment vous faites? On voit bien que vous faites avancer la ligne. C'est quoi votre méthode? C'est quoi votre roadmap? C'est quoi votre secret? Puis ils n'arrêtez pas de nous dire on n'en a pas. Pour reprendre votre question, on prend les problèmes les uns après les autres et on les règle avec les gens, puis voilà. Puis un jour, très agacé, un des gars de Toyota m'a dit si on a une règle d'or. Pour fabriquer des produits, on commence par fabriquer des gens. Alors voilà, je suis tombé de ma chaise, et puis en tant que sociologue, évidemment, ça m'a plu. Fabriquer des gens, quelle bonne idée. Et donc voilà, je suis parti à dédier ma carrière à comprendre cette phrase. Pour fabriquer des produits, on commence par fabriquer des gens. Et il m'a fallu 6-7 ans pour me rendre compte que non seulement c'est un peu ridicule de passer sa vie à étudier une phrase, mais j'étais en train d'étudier la moitié d'une phrase. Parce que j'étais tellement obsédé par essayer de comprendre ce qu'il voulait dire sur fabriquer les gens, que j'avais complètement oublié la partie de la phrase qui était de fabriquer des produits. Je suis tombé dans le même piège que je vois sans arrêt, c'est qu'on s'intéresse à un petit bout et on oublie tout le reste. D'autant plus que cette expérience Valeo que j'ai pu étudier d'assez près, en fait, ce qui s'est passé, on n'avait rien compris à l'époque. Mon père était le patron industriel de Valeo, il connaissait Toyota de l'époque où il était chez Renault, donc depuis très longtemps. Il a fait tous les chantiers. Et il a vécu les mêmes expériences de sensei, pas le même sensei, mais même genre. Et en fait, Toyota leur a fait faire 30% de productivité en 3 ans, quelque chose sur la ligne, sur juste une cellule. Bon, ça s'est passé comme ça, ils n'ont rien demandé. On a bien vu qu'ils colonisaient la ligne pour garantir leur approvisionnement. Mais 30% de productivité,
sur un produit où il y a 10% de main-d'œuvre, de coût de main-d'œuvre, ça fait quoi? Ça fait 3%. Ça fait à peu près la même productivité que vous obtenez avec votre taylorisme horrible. Mettez suffisamment d'ingénieurs avec suffisamment de chronomètres à réfléchir suffisamment fort aux consultants ce que vous voulez, vous les obtiendrez vos 3%. On obtient même 3% par an. Vous prenez pas. On a compris bien plus tard, 4 ans plus tard, au renouvellement de produits. Au renouvellement de produits, le nouveau produit, moins 27% de réduction du coût total. Donc 30% du coût total réduit. Qu'ils ont partagé 15-15 avec le fournisseur. C'est ça, la compétitivité. Un meilleur produit, 30% moins cher, au total, pas en productivité sur la ligne, au total. Alors là, deuxièmement, l'autre truc qu'on a compris, à l'époque de Valeo, Freddy, il a dit, bon, bah, puisque ça marche pas, on va prendre la méthode et puis on va dupliquer sur tout Valeo. Allons-y, ça devrait marcher. Rien du tout. Il y a des endroits où ça marche très bien, des endroits où ça marche pas, et la plupart des endroits, c'est totalement différent. On a mis 4-5 ans à comprendre que l'amélioration sur la ligne que faisait Toyota, c'était pour son éducation à lui, le patron. C'est-à-dire qu'il venait tous les 2 mois avec le grand sensei chez Toyota et il fallait que la ligne y bougeait parce que le sensei avait des choses à lui montrer. Exactement comme Marc décrit, de le mettre devant le métier à tisser et dit « Ah, chut, toi, regarde, regarde ». Donc il faisait évoluer cette cellule pour que le patron comprenne des trucs. Et quand le patron comprend des trucs comme exactement la même, et c'est vraiment l'expérience de Marc m'a fait marrer parce que c'est la même chose que mon père a compris et qu'il n'a jamais réussi à faire passer en France. Si on s'occupe de la qualité d'abord, tout va mieux. Oh, si le patron change d'avis là-dessus, toute la boîte change d'avis là-dessus. Donc il ne se passait pas du tout ce qu'on croit. En fait, ce qui se passait, c'est, revenons à quelque chose de très simple en termes de compétitivité, une entreprise, c'est rien d'autre que ses produits et ses services. Vous avez des meilleurs produits que la concurrence, tout va bien. Des meilleurs services que la concurrence, tout va bien. Vous avez des moins bons produits, ça devient compliqué. Et la difficulté qu'ont les entreprises, c'est comme elles sont très silotées, tant qu'on est en croissance au début, parce qu'on a quelque chose de bien, ça va, mais en fait, très très vite, les coûts de complexité vous rattrapent. Imaginez les gens qui font des supermarchés qui vont en Asie, tant qu'il faut monter des supermarchés partout, ça va, on est à fond la caisse. On en monte, donc il y a le gars qui fait des ventes, il y a le gars qui met le supermarché, il y a le gars qui fait la supply chain, ça va bien. Sauf qu'à un moment donné, on sature de fuite en avant, et là, les coûts de complexité vous rattrapent, et là, on commence à faire de la réduction des coûts, le service empathie, et badaboum, tout se casse la figure, c'est ce qu'on appelle Big Company Issues. Mais le premier truc que je ne vois pas apparaître dans aucune de vos présentations, c'est le produit. En quoi est-ce que le développement des gens se traduit par des meilleurs produits? C'est pour ça qu'on perd la guerre industrielle. Nous avons dans nos usines et dans nos champs de service les gens avec le plus haut niveau de culture générale du monde. Mon gamin à l'école, je vois ce qu'on lui apprend, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on traduit ça? En de la qualité produit. Parce que les Allemands savent beaucoup mieux faire que nous. Donc le chapeau du TPS, le vrai leçon du TPS, pour le patron de la boîte, c'est l'obsession, exactement comme Marc dit, l'obsession de la satisfaction du client. Et la satisfaction du client étant un terme très général, il y a une façon, dans le lean étant plus outillé, on a une façon très concrète d'être obsédé par la satisfaction du client. Ça s'appelle, le lean que je connaissais moi des années 90, le lean de grand-papa, ça s'appelle value analysis, qui met au value engineering. Et c'est ça, la grande découverte du lean. Tout le reste, c'est pour faire ça. Alors l'idée est la suivante, c'est exactement ce que Toyota nous essayait de nous montrer sur cette ligne de Valeo de 93, qu'on ne comprenait pas. C'est qu'en trouvant des opportunités d'amélioration des produits en production à l'heure actuelle, si on arrive à prendre des ingénieurs et cogner les têtes ensemble pour qu'ils comprennent ce qui se passe, on va trouver des opportunités d'amélioration en ingénierie sur les produits futurs. Et là, on crée de la valeur. C'est aussi simple que ça. C'est une obsession
du métier à tisser, jusqu'à Thierry London, avec les pièces manquantes dans l'étagère, jusqu'à Thierry London quand il n'y a pas les produits qui marchent. C'est une obsession pour améliorer la valeur dans les produits en production, là, tout de suite, aujourd'hui, qui nous permet de comprendre les changements d'ingénierie qu'il faut faire pour l'amélioration de la valeur dans les produits futurs. La vraie question du Lean est la suivante, c'est est-ce que, prenez 5 secondes, là, ouvrez vos chakras, là, je vous ai, ça y est, j'ai commencé à vous engueuler, vous êtes tous fermés. Allez, respirez. Qu'est-ce que vous venez chercher dans le Lean? Vous, personnellement, si vous êtes là aujourd'hui, je suis ravi, quand on a commencé ça, tout le monde me dira, le Lean en France, il n'y a aucune chance. Là, je vois la salle est pleine, c'est super. Merci. Qu'est-ce que vous venez chercher personnellement dans le Lean? Est-ce que vous venez chercher une expérience pour rendre les autres plus efficaces? Pour rendre votre entreprise plus efficace? Ou pour apprendre à être moins con? Parce que le point de base du Lean, c'est ça. Ce qu'ont compris les gens de chez Toyota, c'est que les systèmes, ils marchent, vous savez. Les gens ne sont pas plus idiots que les autres, ils font des supply chain, ils font... Le système de double bac, là, que Marc nous décrit ensemble, il marche. Il ne marchait pas dans ce cas-là. Il marche, mais on fait tellement de conneries sans se rendre compte qu'on passe son temps à taper dans la bête et l'empêcher de le faire marcher. Les 20 premières pages du premier bouquin de Taiichi Ohno sont consacrées au fait qu'on apprend à reconnaître ses erreurs quand on ne les voit pas. C'est-à-dire que le Lean n'est pas fait quelque chose qu'on fait aux autres. Le Lean est quelque chose qu'on pratique pour découvrir les trucs qu'on fait soi, qui nous empêchent de réussir. Et en fait, London est un mécanisme extraordinaire, parce que les opérateurs, quand ils sont sympas et qu'ils veulent bien les tirer, ils viennent nous montrer ce qu'on fait qui nous empêche de réussir. Et c'est là que c'est bien fun, c'est là que les gens commencent à se parler. Donc la question fondamentale dans tout ce qu'on va vous raconter après, c'est pas qu'est-ce que vous comptez en faire pour le faire aux autres, qu'est-ce que vous comptez en faire pour sauver votre entreprise, c'est qu'est-ce que vous comptez en faire pour vous. Et si les gens comme mon père ou comme Marc ont ces carrières extraordinaires, c'est vous voyez que ça commence par leur posture d'apprentissage à eux. C'est pas les autres qui l'ont fait apprendre, ils vont commencer par eux changer la vie, eux comprendre. Et le premier point d'apprentissage, bon, qui est-ce qui a lu le livre fondamental du Lean, la Machine That Changed the World? Qu'est-ce qu'il a lu? Ouais, on peut arrêter la conférence tout de suite, vous pouvez rentrer chez vous, lire le bouquin, mince, lisez le cours. Qu'est-ce qu'il a lu Lean Thinking, System Lean? Non mais arrêtez, vous n'êtes pas sérieux. Vous allez au cours de maths et vous n'avez pas lu le manuel? Bon, si vous lisez System Lean, qui est dans le bouquin dont parlait Marc, qui est le livre fondamental de Lean, le premier chapitre, c'est sur la valeur. La valeur. Tout ce qu'on fait en Lean, c'est juste pour permettre de découvrir où est la valeur. Et on a une façon de le faire qui est value analysis, on résout les problèmes de valeur dans le processus, dans les produits en production là tout de suite, ou les services en production là tout de suite. Ce qui nous amène à réfléchir avec l'ingénierie sur le produit suivant, exactement ce qu'ils nous ont montré que vous ne comprendrez pas du tout, que là le gain réel, il est produit après produit. Ce qu'une entreprise comme iPhone fait très bien, c'est que, à force de, si on sort un iPhone tous les ans, etc., chaque iPhone, il a de la valeur en plus. Et tant qu'on fait ça, on n'est plus compétitif, ce qui est le jeu. Parce que sinon, on peut être très bon, mais si les autres sont plus compétitifs que nous, on peut être très bon, on ferme quand même la boîte. Alors c'est ça, je peux m'arrêter là, parce qu'en fait, c'est ça le point fondamental. Après, tout le reste, c'est de la technique pour vous apprendre à faire ça. Donc la valeur, c'est quoi? C'est le rapport entre la fonction et le coût. Et ce qu'il faut savoir sur la valeur, c'est que la valeur, c'est toujours mystérieux. C'est toujours mystérieux parce que les gens là-bas dehors changent plus vite que vous êtes capable de changer. Le changement externe, d'ailleurs, je me demande si c'est pas une phrase de Jack Welch, ça. Le changement externe est toujours bien plus rapide que le changement interne.
On est toujours plus rigide que le changement. Donc la valeur, il faut comprendre que c'est une découverte de tous les jours, aller chercher la valeur, parce que ça change tout le temps. Et donc on a en ligne, ce qu'on a, c'est on a un point de départ. On dit, bon, dans l'ensemble, si la valeur, on va la chercher dans plus de sécurité, des clients comme des agents, si on va la chercher dans plus de qualité, si on va la chercher dans plus de productivité, et si on va la chercher dans plus de flexibilité, on ne peut pas se gourer. C'est pas nécessairement la réponse, mais ça nous donne un point de départ qui est assez sain. On dit, bon, on va commencer par chercher ça. Et là, Toyota a des techniques, non pas pour vous permettre de trouver la valeur, mais pour la révéler, pour vous permettre de la voir. Et c'est tout ce que c'est, hein, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas regarder, quand le doigt pointe la lune, c'est la lune qu'il faut regarder, c'est pas le doigt. Le doigt est important. Donc ça, c'est juste des techniques. Alors on a deux techniques. On a les techniques dont Marc vous a parlé. On commence, vous avez vu, je suis dans le même sens, je commence par le JIDOKA. C'est-à-dire qu'on va faire plus de ventes parce qu'on va améliorer la qualité perçue, et on va faire plus de marge parce qu'on va arrêter les conneries à l'interne. Donc quand on fait ces deux trucs-là, déjà on ne peut pas se gourer. On va apprendre plein de trucs. Deuxièmement, on a le juste à temps. Et alors là, on va faire de la productivité qui est une productivité étape par étape, mais qui est globale, parce que quand on va mieux coordonner les fonctions entre elles, sur la chaîne de la valeur, on va se rendre compte, et plus la flexibilité, on va se rendre compte qu'on fait une énorme productivité sur les coûts de complexité et sur le capital. Donc ça, c'est essentiellement ce que Toyota a fait aux autres constructeurs, c'est qu'ils ont la gamme la plus large de voitures, la moins cannibalisée parce qu'ils comprennent mieux la valeur à chaque segment, et qui est fabriquée sur des usines flexibles. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une usine par voiture, donc ils sont en efficacité de leur capital, ils sont redoutablement plus efficaces. Donc c'est ça l'IM. C'est qu'on a trois méthodes d'apprentissage. La VAVE qu'on pratique tous les jours pour coller au client. Le JIDOKA et le juste à temps. C'est ce qu'on essaie de faire. Alors, ce qui est très clair, c'est que, comme ce sont des choses assez exigeantes, ce ne sont pas des choses qu'on peut faire aux gens. On peut les faire qu'avec les gens. Et là, c'est fondamental, c'est-à-dire que, exactement, l'histoire de... la plus grosse difficulté de Landon, c'est pas... quelqu'un posait la question de mais Landon, il y a plein de problèmes, comment je fais pour m'en occuper? Ben écoutez, moi, j'ai jamais rencontré ce problème. La vraie difficulté avec Landon que j'ai, c'est d'abord que les opérateurs soient d'accord de tirer. Parce que quand l'opérateur tire parce qu'il lui manque une caisse, et que c'est le grand patron qui déboule avec tout son apanage, tiens, après, ça fait marrer, tu vois le truc, c'est pas simple. Donc généralement, les gars, eux, ils laissent passer parce qu'ils veulent une vie tranquille. Donc déjà, comment est-ce qu'on les rature qu'ils peuvent tirer? Et deuxièmement, comment est-ce qu'ils savent quand ils doivent tirer? Et là, on revient dans tous les problèmes de visualisation de 5S, etc. Comment est-ce qu'on crée un environnement qui est suffisamment visuel pour que l'opérateur se rende compte que là, il y a un souci et qu'il peut tirer en dedans. C'est très compliqué. Donc, pareil, le juste à temps. Un système de flux tiré, c'est toujours par terre. Il s'est toujours passé un truc. Si le système est tendu, il s'est toujours passé un truc. C'est trop exigeant. C'est fait pour. Le juste à temps, c'est un costume trop étroit. Donc ça gratte quelque part, forcément. C'est ça l'intérêt. C'est qu'on aille voir où est-ce que ça coince. Mais à nouveau, il faut s'en servir comme ça. Et ça, pareil, vous ne pouvez pas le faire sans les gens. Et là, c'est là qu'on est en rupture de paradigme totale. L'entreprise libérée, elle va en poupe. Avant, c'est les vieux serpents de mer. Avant, c'était les trucs participatifs, machin. Il y a toujours ce rêve du collectif. En fait, c'est quoi? Nous sommes dans un pays extrêmement centralisé, dans lequel on est obsédé par nos relations de pouvoir. Vous faites marrer, tout ce qui vous intéresse, c'est pas vos produits, c'est vos organisations. Vous vous entendez, non, pas? Non, vous vous entendez pas? Non, personne ne s'entend que toutes vos questions sont sur l'organisation. Il n'y a personne pour une question sur comment je fais un produit qui déchire. Toutes les questions, c'est comment je m'organise mieux pour échouer plus lentement. Donc on est obsédé par nos relations de pouvoir. Et alors oui, effectivement, dans ces relations de pouvoir, que vous mettiez le pouvoir concentré en haut et en bas, ils ne font qu'appliquer. Ou que vous fassiez comme l'entreprise libérée, vous descendiez le pouvoir dans les équipes autonomes sur le terrain, oui, c'est pas pareil. Bon, enfin, si, hein, c'est le même paradigme. Ça change rien.
C'est les histoires sur la centralisation, régionalisation, ça ne change rien, c'est les mêmes problèmes, on fait les mêmes conneries. On ne les fait pas pour la même raison. On n'a pas changé de paradigme. Là où le Lean est une rupture totale, c'est qu'on se pose assez peu les questions de hiérarchie. On a besoin des hiérarchies parce que les gens ont besoin de gens pour les former. Mais on se pose des questions en termes de dynamique d'apprentissage. Comme d'ailleurs vous a montré, l'apprentissage par la résolution de problèmes, etc. C'est un paradigme complètement différent parce que là on pense qu'il ne s'agit pas de prendre des décisions en haut ou en bas. Il s'agit de gérer des cours d'apprentissage avec les gens. Ça n'a rien à voir. Et là, dans la plupart des boîtes, les gens nous disent « Ah, le futurette, t'es bien gentil. » Ou London, t'es bien gentil, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché, j'ai arrêté. C'est ce que vous dites à vos gamins, non? Quand ils tombent du vélo, qu'est-ce que vous leur dites? « Ah, mon pauvre, t'as essayé une fois. Laisse tomber, c'est pas pour toi. » Bah non, vous leur dites « Bah remonte, continue jusqu'à ce que tu y arrives. » Et là, c'est ça une courbe d'apprentissage. Une courbe d'apprentissage, c'est qu'on se donne, exactement comme Marc vous disait, on se donne des choses à faire. Et puis, vous savez quoi? Quand on va le faire au début, on va se casser la figure. Et alors? Et on va continuer jusqu'à ce qu'on y arrive. Et on a suffisamment d'exemples maintenant de Lean et en France dans le monde pour savoir qu'on y arrive. Il faut continuer. Mais ça peut pas se faire sans les gens. Votre rêve de structure people free, quand vous me parlez et la pérennité dans tout ça, ce que vous avez en tête, c'est de l'organisation magique qui travaille avec des robots. Ça n'existe pas, ou du moins pas encore. C'est un rêve vraiment bizarre de managers froids et affreux qui n'ont pas besoin de s'occuper des gens. Faire un rêve Lean, c'est un rêve people-centric. Ça va se faire avec le talent et la passion de chacun. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par le talent? Ben, le talent, c'est ça. Quelqu'un peut me dire, là, sur le numéro de la place sur laquelle est la voiture? Le talent, c'est ça. Le talent, c'est les gens qui voient la situation où on est tous aveugles, parce qu'on est tous embarqués par la situation, et il y a une fille qui dit, 87, c'est évident, il suffit de regarder l'image dans l'autre sens. C'est ça le talent. C'est très dur. Parce que je peux vous assurer, dans une entreprise, quand on est en train de dire ça, tout le monde va lui dire de se taire. Parce que c'est comme ça qu'on voit les choses chez nous. Et donc, faire de la place au talent, c'est le chercher. C'est de créer des situations dans lesquelles la personne qui dit « Non, attendez, tournez l'image, regardez, c'est sympa. » Ça va se voir. Donc on cherche ça. Et ça se trouve pas facilement, il faut être à l'écoute active. Sans ça, il faut être à la recherche de ça, sinon on ne le voit pas. Et la passion. Alors vous êtes trop jeune, s'il y en a qu'un. Vous vous souvenez de Frankenstein Junior, non? Non? Qui l'a vu, Frankenstein Junior? Ça me fait... Moi, c'est terrible, ça me fait toujours autant rire, mais c'est affreux, c'est bien une bêtise folle. C'est une image qui est tirée de Frankenstein Junior. Ben, la passion, c'est ça. C'est un problème de philosophie chinoise. On ne passe pas à côté d'un enfant qui se penche dans un puits. Vous êtes d'accord? Vous passez à côté d'un enfant qui se penche dans un puits, même si c'est pas votre gamin, vous allez le tirer en disant ne te penche pas dans le puits. D'accord? C'est-à-dire que c'est exactement ce que Marc vous a dit. On ne laisse pas passer un défaut qu'on connaît. Point barre. Donc ça, c'est la passion. La passion, c'est qu'on prend la responsabilité pour les choses dans lesquelles il n'est pas marqué dans notre job description, dans notre fiche de fonction, qu'on en a la responsabilité. On la prend. Parce qu'on ne le passe pas à côté d'un enfant qui se projette. Donc, c'est ça qu'on cherche chez les gens. Et c'est ça qu'on cherche d'avoir. Alors, le problème, c'est que personne ne sait comment développer le talent et la passion. Par contre, on sait tous assez bien comment l'étouffer. Comment on fait pour étouffer le talent et la passion? Allez, vous l'avez tous fait. Je parie qu'hier au boulot, vous l'avez fait. Non, personne? Non? Demander des choses qui n'ont pas de sens, ça vous arrive pas? Tiens, fais-moi ça. Bah, ça n'a pas de sens en tout cas, ouais, mais la procédure, machin truc, elle vous dit de le faire. Non? Ça vous est pas arrivé hier au boulot? Dire à quelqu'un, tu me fais un miracle? Je compte sur toi? Ça vous arrive pas? Tiens, tu me fais ça, etc. Mais je peux pas, regarde ce que j'ai déjà à faire. Moi, je veux bien te le faire, mais tu m'enlèves quelque chose et dis non, non, je compte sur toi, je sais que tu auras ça, tu me fais un miracle. Non, ça vous arrive pas? Donc,
Des petits chefs. Non, vous n'avez pas de petits chefs, vous savez le truc des lèche-culs? C'est que quand ils sont un bon lèche-cul, on les voit pas. Quand on se dit qu'il y a un type qui bosse pour vous, t'as un lèche-cul, c'est parce qu'on l'a vu. Mais si c'est un bon lèche-cul, on trouve ça bien. Les autres le détestent. Mais c'est très très dur à voir quand on est chef, c'est quand même fou. Donc, tout ça, on sait très bien le faire. La question, justement, c'est comment ne pas faire ça? Comment, dans nos organisations, créer de l'espace pour le talent et la passion? Et c'est là que le Lean est puissant, parce que ça vous donne un cadre de référence qui vous permet de le faire. Et ce cadre de référence, et à nouveau, c'est évident, c'est du bon sens, mais c'est très contre-intuitif. C'est de commencer par le pavé en dessous dans le TPS, qui est en fait, tel qu'on me l'a appris, satisfaire les employés. Et en fait, leur vision est très claire, c'est que le sourire du client, la satisfaction des clients que j'ai en haut en chapeau, je ne sais l'obtenir que si je sais satisfaire les gens. Alors là où ils sont particuliers, c'est que c'est pas satisfaire les gens, c'est une façon très précise de satisfaire les gens, déjà, en arrêtant de les rendre malheureux. On ne sait pas rendre les gens heureux. Par contre, qu'est-ce qu'on sait les rendre malheureux? Donc on va déjà arrêter de faire ça. Et en les engageant dans ce qu'ils font. Donc comment on fait? Déjà, on va mieux stabiliser la biocation de charge-capacité pour arrêter de demander l'impossible. Ça va aller mieux tout de suite. Tout de suite, ça va mieux. Et donc, du coup, c'est les techniques de planification, de lissage, de fractionnement de lissage pour déjà calmer le jeu. Après, on va se servir du travail sur les standards et de la résolution de problèmes, pas pour leur faire appliquer. Ça n'a pas de sens de faire appliquer. C'est une question de transférer la connaissance. En fait, ce qu'on fait, c'est la résolution de problèmes pour que les gens soient plus à l'aise. Donc, une fois qu'ils ont compris comment faire un truc dans un cas, la réalité, c'est qu'on est toujours dans des cas de figure différents. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comment est-ce qu'on apprend aux gens à manier des cas de figure différents? Quand on est là à l'hôpital, c'est horrible parce que c'est toujours des cas tragiques. Il y a toujours un cas tragique où quelqu'un... Vous savez comment on tue un patient à l'hôpital, généralement? Bon, la plupart des cas, c'est que l'infirmière s'est trompée de dosage. Alors, c'est de sa faute, évidemment, elle aurait dû remarquer, mais quand on commence à regarder les ampoules sont toutes de la même taille, elles sont toutes écrites en tout petit, et il faut faire un calcul super compliqué pour avoir le bon dosage. Alors, pour peu qu'il y ait le rush, pour peu qu'il y en ait un peu dans la panique, c'est très facile. Donc, le travail sur les standards, c'est pour mettre les gens en confiance qu'ils ne vont pas se tromper. Et pour ça, on travaille sur les standards, mais on travaille sur les standards dans plein de conditions différentes. Et finalement, le travail sur le Kaizen, c'est pour s'approprier le travail d'équipe. Donc, quand les équipes travaillent ensemble, on leur fait faire du Kaizen. Juste, c'est comme, vous voyez, le standard et le Kaizen, c'est comme en cuisine. En cuisine, il y a 40 gestes individuels et 20 recettes. Et en fait, on fait bosser les 40 gestes avec les standards, c'est ça qu'on appelle les standards, et on fait bosser les 20 recettes, c'est-à-dire l'équipe qui s'approprie ces modes de travail. Et essentiellement, la partie importante du Kaizen, c'est pas tellement les idées qu'ils ont, souvent, parfois on a de la chance, mais c'est surtout le fait que l'équipe se pose et analyse ses propres problèmes. Elle étudie ses propres problèmes, et en le faisant, elle s'approprie ses modes de fonctionnement. Tout ça permet de faire si on planifie de façon plus raisonnable, si on fait toujours un travail sur les standards des gens, de façon à développer leur confiance en eux-mêmes. Et si on développe leur confiance en leur équipe, ça donne des environnements de travail où c'est mieux, on est plus content de travailler, c'est juste plus satisfaisant. Mais tout ça repose sur la confiance mutuelle. La confiance mutuelle, c'est qu'il faut absolument stabiliser les équipes. Stabiliser les équipes, c'est qu'on s'occupe des équipes. Et alors là, c'est une des ruptures de Toyota par rapport à la plupart de nos organisations, c'est que la structure de base, c'est l'équipe. On parle pas d'Amazon, là on parle de Google. Google, au début, ils se sont dit on n'a pas besoin de manager. Je suis pas sûr qu'on me montre de bon temps, donc tu regardes pour moi. Hein? Il me reste 5 minutes. Donc on n'a pas besoin de manager, mais on a besoin de manager. Il suffit d'embaucher des ingénieurs intelligents et puis ça va bien se passer. Alors quand 50 000 personnes dans le monde, je crois, c'est devenu un peu compliqué, donc ils se sont dit on a besoin de manager. Et ils se sont posé la question du management. Et Google étant Google, ils avaient des chiffres sur tout, sur les gens, sur leurs habitudes, sur tout ça. Ils ont cherché, et ils voyaient bien, ils ont très vite trouvé qu'il y avait des bonnes équipes et des moins bonnes équipes. Donc la performance tenait aux équipes. Aux équipes. Par contre, ils ont eu du mal à trouver quoi. Et au bout de 3 ans à découper ça dans tous les sens, il y a une prof qui a regardé le truc, et dit regardez, les bonnes équipes sont les équipes où les gens se font confiance. C'est les équipes où les gens ne mettent pas le masque de l'entreprise.
Ils peuvent dire des trucs, ils peuvent dire qu'ils ne sont pas contents, ils peuvent avoir des idées, et ils savent que l'équipe ne va pas les remettre en place. Donc c'est ça la stabilité des équipes. Deuxièmement, le boulot du manager, le flux tiré va vous donner ce que vous devez faire pour réussir la journée. Ça vous le donne, parce que ça recrée la demande du client. Donc vous arrivez à un plan, et parfois en devine, c'est un plan vrai. Le boulot du manager, c'est de donner les moyens pour réussir 100% du plan. Et là, il bosse. Le boulot du manager, c'est comme Marc vous a dit, c'est de vous assurer que la caisse, elle revient bien quand on en a demandé. C'est de donner les machines vont bien, la formation qui va bien. Il y a un vrai boulot des managers. C'est pas juste de dire aujourd'hui, toi tu fais ça, toi tu fais ci. Et finalement, tout le travail qu'on fait sur le 5S, c'est comment est-ce qu'on aide les équipes à s'approprier leurs espaces de travail. C'est pas le 5S pour se range ta chambre. C'est pas pour que ce soit propre. L'usine Toyota, par exemple, elle peut partir en propre. Par contre, elle est vraiment pensée par l'équipe pour qu'elle puisse tenir son journal au travail. Et la grande rupture ici pour nous, c'est ça, c'est de comprendre qu'on passe de ça qu'on a en tête, le modèle du 19e siècle ou du 20e siècle, avec la structure de coût. On pense que, évidemment, si je réduis le coût de chaque boîte, normalement ça ira mieux. Ben non. Parce qu'en fait, ce qu'on a, c'est des équipes d'équipes. Et en ligne, on lie chacune de ces équipes par le flux tiré. Parce que, en fait, le monde est plus... À l'époque, on était dans un monde compliqué. D'accord, c'était compliqué. Mais si on s'organisait bien, on finissait par y arriver, puisqu'on avait une supériorité technologique militaire. Au monde dans lequel on vit actuellement, c'est un monde complexe. Et un monde complexe, ça bouge. C'est qu'on ne sait jamais quel est le truc le plus important à quel moment. C'est le monde qu'on vit, nous. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans un monde complexe, nous sommes tous naturellement performants, n'est-ce pas? Depuis que le monde sans ses complexités, notre industrie n'a fait que prendre ses ailes et s'étendre. Nous avons des difficultés culturelles avec la complexité parce que nous voulons des choses bien organisées. Un monde complexe demande beaucoup plus de flexibilité et d'agilité que ça. Donc ça veut dire que chaque équipe doit bien connaître son métier et fonctionner ensemble. Chaque équipe doit bien travailler avec les équipes en amont et en aval. Chaque équipe doit apprendre à réagir beaucoup plus flexiblement aux imprévus et aux demandes inattendues des clients. Et chaque équipe doit prendre en main son propre apprentissage. C'est un modèle de management radicalement différent. Et donc, comment est-ce qu'on arrive dans nos têtes à changer de ça? On a tous en fait. On ne va pas l'enlever, hein, parce que c'est trop tard, ça c'est inscrit dans le marque. Mais comment est-ce qu'on arrive à le compenser par ce modèle-là, où on arrive à faire des liens de confiance entre les gens, au-delà des silos? Parce que c'est pas parce que chaque silo marche bien que l'entreprise marche bien. Et c'est pire. Plus on fait marcher bien chaque silo, plus on crée des coûts de complexité qui vous flinguent. Par contre, le chef du silo, lui, il explique que tous les autres sont des cons, parce que lui, il a raison. Regardez, vous connaissez le salut militaire? Le salut corporate. Donc ça, c'est très difficile pour nous comprendre. Que l'intérêt du flux tiré, c'est le fil rouge qu'on met entre les silos. Parce que dans un monde complexe, c'est là qu'on gagne. Et d'ailleurs, ça c'est une image qui est tirée chez Toyota, c'est comme ça qu'ils se voient eux. Eux, ils se voient comme une boîte qui est fondée sur les cycles PDCA de chacune de leurs équipes. Ils ont un socle qui est leur système. On a des points de repère communs. Ils ont des directions qui sont les challenges donnés par les chefs, parce que les chefs ont un rôle là-dedans, ils disent on va dans ce sens-là pour faire des biens produits. Mais par contre, on fait tourner ces PDCA dans chacune des équipes. Et c'est cette dynamique qui nous donne la performance. Donc là, on a une rupture totale de mode de management. C'est d'arrêter de manager les gens par de l'instruction en leur disant tu fais ça et toi tu fais ça. Ce qui est toujours dans le réflexe de base, donc il faut le comprendre, on est conditionné par là. Mais de les manager par de l'orientation en disant on va par là, comment est-ce que tu vas y aller? Donc la posture en ligne, c'est pas de se dire aux gens, comme on voit trop souvent, travailler mieux pour toi, c'est ça. Mais la posture en ligne, c'est de se mettre à côté et de dire bon, dans ton cas, travailler mieux, ce serait quoi? Et de le définir ensemble. C'est pas pour autant qu'on va lâcher le truc d'ailleurs, parce que nous on a notre idée, mais justement c'est qu'on va se mettre d'accord sur l'espace où on va trouver un accord entre nous, ce qu'on pense qui est travailler mieux, eux ce qu'ils pensent qu'on travaille mieux, et c'est dans cette conversation qu'on va trouver des idées nouvelles. Alors,
Oui, comme toujours, les gens, c'est comme le zen, on dit le type qui a pas étudié le zen, il voit la montagne comme une montagne. Celui qui a étudié le zen, il voit plus la montagne comme une montagne, c'est une vue d'esprit, un état d'être, je sais pas quoi. Et puis celui qui a compris le zen, il voit la montagne comme la montagne. Le lean des outils, c'est pareil. Au début, on découvre le lean par ses outils. Après, les gens tombent malades et ils passent par une phase où ils disent le lean, c'est une philosophie, c'est une façon de faire, je sais pas comment. Ceux qui ont compris le lean, c'est à nouveau des outils. L'être humain est un être humain parce qu'à cause de nos outils. Mais nos outils portent une idée. La presse imprimée n'a aucun intérêt si on ne comprend pas la théologie personnelle. Le télescope n'a aucun intérêt si on ne cherche pas des systèmes héliocentriques. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque outil est porteur d'une idée. Et donc, à nouveau, ce qu'il ne faut pas faire, c'est séparer l'outil de ses idées, ou lui donner des idées qui ne sont pas les idées adaptées. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que chaque outil du Lean n'est pas porteur d'une instruction, faites-le comme ça. Il est porteur d'une orientation. C'est-à-dire, il va vous dire, allez par là, vers la valeur du client. C'est la VEV. Donc, à un moment donné, bien sûr qu'il faut l'outiller, bien sûr qu'il faut l'instrumenter, bien sûr qu'il faut savoir le faire, il faut apprendre. Ça, c'est la différence entre l'alchimie et la chimie. Oui, c'est bien sympa de mélanger les poupes pour voir si on trouve la pierre philosophale. Mais enfin, bon, la chimie, on a une table des éléments périodiques et puis on distille de l'eau. C'est moins sexy, mais c'est plus sûr. Donc, c'est ça, là. Ça, vous avez, c'est la table des éléments périodiques, vous n'êtes pas paumé, il y a 60 ans d'expérience. Par contre, il faut bien faire le lien, ce ne sont pas des outils pour faire des choses aux gens. Ce sont bien des outils pour les orienter dans une certaine direction. Parce que ce qu'on appelle développer les personnes, c'est deux dimensions. Oui, il y a la dimension d'approfondir leur expertise, leurs racines, pour qu'ils connaissent leur jeu, absolument. Mais il y a la dimension tout aussi importante dans un monde complexe, de savoir travailler avec les autres au-delà de nos frontières. Et pour nous, c'est sans doute le plus difficile. C'est-à-dire d'établir des relations de confiance en résolvant des problèmes simples avec des gens qui ne sont pas... Il y a toujours, en anglais, on appelle ça « the suck barrier ». Nous, on est très bons, mais à un moment donné, they suck. Eux, ils sont nuls. Donc, où est la barrière des nuls? Vous l'entendez tous les jours. Où est le niveau? On pense que nous, on est bons, mais eux, ils sont nuls. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on apprend à travailler avec les gens au-delà de cette barrière? Parce que c'est là qu'on va réussir à faire fonctionner la chose. Ce qui nous amène à un énorme problème, c'est que pour être un leader lean, c'est ce que je vous disais, il faut commencer par la question de soi-même. Alors ça, j'aime bien cette photo, c'est un de mes sensei, c'est Jolie, vous voyez ça? Jolie, un sensei de Toyota à Taïwan, et c'est Sensei Staying Stupid. Vous connaissez l'image des aveugles et l'éléphant? Donc, un aveugle dit l'éléphant c'est un arbre, un autre dit c'est un mur, un troisième dit c'est un serpent. En fait, on voit tous une partie de l'éléphant. Et donc, ça veut dire que si on veut être un leader lean, il faut soi-même toujours se dire, bon, je suis très sur mon coup là, sur ce coup-là. Mais quel est le bout de l'éléphant que j'ai attrapé? Parce que si ça se trouve, ce qui compte à ce moment-là, c'est un autre bout de l'éléphant. Et à nouveau, c'est pour ça que le lean est un système, pas juste des bouts, et arrêtez de vous focaliser sur un bout du système sans regarder les autres bouts. Vous êtes juste en train d'attraper l'éléphant, en train d'expliquer qu'un éléphant, c'est comme un arbre. La mystère de la valeur qu'on cherche, qui reste mystérieux, on va la trouver si on comprend qu'on est sans doute, que le endroit qu'on est en train de regarder est un point de départ. Mais c'est rarement une conclusion, c'est juste un point de départ. C'est le début de notre exploration. Parce que l'éléphant, il a plein de bouts. Donc, c'est un changement de posture fondamentale. On commence à résoudre les problèmes en donnant aux gens des points de repère, comme Marc a dit, des points de repère pour qu'ils apprennent à résoudre eux-mêmes, à s'améliorer eux-mêmes, et non pas en résolvant les problèmes administrativement, en changeant les processus. C'est la différence entre la qualité où on fait des death certificates, comme disait Shingo, des certificats de décès où on compte les morts, et la qualité où on donne à chacun le principe opérationnel qui leur permet de savoir si c'est bon ou pas bien. C'est la discussion que j'avais avec les étudiants, arrêtez de manier des concepts quand vous ne savez pas ce que c'est. Un concept, quel est le principe opérationnel qui nous permet de savoir si le concept on est dedans ou pas dedans? C'est comme la ligne blanche sur la route, comment est-ce qu'on sait si on est du côté gauche ou droite de la route? Si on ne sait pas ça, on ne sait pas ce qu'on sait. Donc c'est un changement radical de posture.
et qui repose sur expertise et confiance mutuelle. C'est-à-dire que la compétitivité lean, c'est comment est-ce que l'apprentissage individuel devient de l'apprentissage collectif parce qu'on se fait confiance, parce qu'on se connaît. Et on se connaît parce qu'on a fait des trucs ensemble, on a résolu des problèmes ensemble. Donc c'est un truc auquel nos boîtes sont vraiment pas très bonnes, parce que dans l'ensemble, les silos se sentent en concurrence les uns avec les autres, et puis parce que aussi, dès que les gens sont secoués, ils vont se réduire sur la zone de responsabilité la plus faible. Ils vont dire, putain, laissez-moi dépiler mes problèmes, j'ai déjà ces problèmes, laisse-moi faire mon travail. Et là, il faut le savoir, que quand on fait du lean, le gars va toujours revenir. L'opérateur ne peut pas tirer en donne, parce qu'il veut juste qu'il fasse son travail, c'est le problème de quelqu'un d'autre, la qualité. Donc, on va être toujours en train de resserrer dès qu'on est un peu secoué. Et que toujours le problème, c'est d'ouvrir pour dire, non, attends, t'es pas tout seul. Tu as ton travail, mais qu'est-ce que ça fait pour le client? Il y a tes collègues, qu'est-ce que ça fait pour l'entreprise? Et donc, toujours cette deuxième dimension, c'est on va chercher de la compétitivité par le degré de confiance qu'on se fait au travers des barrières fonctionnelles. On est dans un monde qui nous... Enfin, pas tous là, nous, moi je suis quand même né au siècle dernier. La vitesse et les changements qu'on est en train de vivre est étonnante, d'autant plus que ce n'est pas un changement technologique. Parce que je trouve qu'en fait, en termes de technologie, ça s'est plutôt ralenti. Entre inventer une machine à lait ou une voiture, qui sont des choses assez importantes, maintenant on en est à des téléphones et des systèmes Internet. Je trouve qu'en termes de technologie, pour l'instant c'est... Mais par contre, les changements sociétaux des technologies qu'on est en train de mettre sont absolument sont radicaux. Tout le monde... c'est un monde aussi qui est de plus en plus connecté. Je ne sais pas si vous lisez, dans la presse, tout le monde vous parle des robots, non? Les robots vont prendre nos jobs, etc. Personne... Qu'est-ce qu'on entendait parler de haut bord? Au bord. Personne? C'est juste que je vous ai endormi là. Montrez-moi les mains. Les robots. Qu'est-ce qui a entendu parler des robots qui vont prendre notre job? Non, c'est bon, vous êtes encore réveillés. Au bord, c'est One Belt, One Road. Il faut comprendre que la richesse de nos sociétés est faite par le fait qu'on a supplanté la route de la soie qui commençait de Chine et qui finissait à Venise, et qu'on a trouvé une façon de pas tourner autour. Magellan, tout ça, on tournait autour avec les bateaux. Ce qui fait que l'Angleterre est devenue le moteur de l'industrie de notre société occidentale. Eh bien, tenez-vous bien, les imprimantes de Hewlett-Packard sont maintenant fabriquées dans la Chine de l'Ouest et vont en Pologne par camion. Donc, au bord, c'est One Belt, One Road, c'est l'énorme stratégie de la Chine qui sait faire ce genre de plan pour créer un ruban routier sur tous ces coins. Quand on passe en avion, on a l'impression que c'est des steppes, mais qui est au centre du monde en fait. Donc notre monde est non seulement en train d'accélérer en connectivité en termes de technologie, mais les routes commerciales qui ont fait le succès de notre civilisation sont en train de se redéplacer vers les routes traditionnelles de la soie. Nous allons redevenir périphériques. En fait, nous sommes en train de devenir périphériques. Quand vous voyez, moi j'ai fait partie de la... Malheureusement, j'ai vu la fuite de l'industrie vers la Pologne, vers l'Est. C'est en train de se produire. On est juste comme la grenouille qui est dans vous savez, la légende, c'est une légende, je crois, c'est idiot, mais que la légende que si la grenouille est dans l'eau et qu'on monte la température, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de se faire ébouillanter. C'est en train de se produire. Donc, le lean est une absolue nécessité. Parce que l'avantage qu'on a encore, c'est d'avoir des populations dont le niveau de culture générale, et ça on le voit bien quand on travaille rien qu'avec l'Europe de l'Est, qui est très largement supérieur à la moyenne. Si on sait transformer ça en de meilleurs produits et de meilleurs services. Et ça, on n'y arrivera pas avec notre manager froid, distant, tayloriste, affreux, d'ingénieur. À un moment donné, il va falloir qu'on aille bosser avec les gens. Et il va falloir s'y coller. Et s'y coller, il va falloir qu'on développe la passion qu'ils ont et donner de la place pour la passion et le talent qu'ils ont sur nos produits. Et c'est ce que Lean permet de faire parce que le Lean, c'est deux choses. C'est le Kaizen, c'est-à-dire l'amélioration continue de l'équipe, et le respect. C'est-à-dire qu'on embauche les gens, pas pour faire un job, mais on embauche les gens pour qu'ils réussissent à leur job.
islamique. On parle d'industrie 4.0, de mise en place de cobots dans les ateliers. Et est-ce que finalement c'est la bonne réponse à la solution par rapport au niveau de compétitivité qu'on attend dans les sites industriels français? Les sites industriels français cherchent toujours un ailleurs. Commençons par les faire marcher. C'est pas la bonne ou la mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a le déséquilibre. Donc ça dépend. Enfin, je veux dire, à nouveau, les mêmes trucs, on peut les faire astucieusement, on peut les faire comment, c'est toujours pareil. Hein. Mais la question, c'est comment c'est. Donc, l'idée géniale de Toyota, c'est que pour comprendre la VE, c'est-à-dire les innovations technologiques qu'on va faire, il faut d'abord comprendre la VA. C'est ça l'idée géniale. C'est-à-dire commencer par faire bosser vos sites en résolvant les problèmes de valeur sur les problèmes de production à l'heure actuelle, avant de regarder des solutions technologiques pour essayer de faire disparaître ces problèmes. Parce que vous savez quoi? Si vous mettez une techno pour résoudre les problèmes que vous allez vous en servir comment? Donc le premier principe, à chaque fois que quelqu'un vous demande un investissement technologique, c'est vous dire commence par m'obtenir 10% de productivité plus de la machine que tu as déjà, fais-la tourner plus. Avec London, par exemple, les machines, bah oui, elle s'arrête quand elle fait 10 défauts, fais-la qu'elle s'arrête à chaque défaut, fais-le. Donc, si tu sais obtenir 10% de plus de productivité de la machine que tu as déjà, et que tu me montres que tu as un vrai problème de capacité, là, je t'en paye une. Mais si tu n'as pas fait ça, tu vas juste jeter de la technologie sans avoir compris le problème. Bon, on est rassuré, on l'a jamais fait dans le passé. C'est pas des trucs qu'on a vus. Faut faire très attention. Moi, je me souviens, tu te souviens des robots qui se levaient jamais le lundi? Dans la boîte de Frédéric, je me souviens de robots c'était vachement bien les robots parce que c'était la version à l'époque, c'est pas moderne comme maintenant, mais c'était des robots. Les robots, ils avaient deux problèmes. D'abord, ils étaient toujours couchés le lundi, parce que quand je venais le lundi, les robots, ils s'étaient pas levés, donc le robot, il marchait jamais. Il y a un problème. Deuxièmement, le robot a besoin de pièces beaucoup plus précises que l'être humain, qui est beaucoup plus flou. Donc le robot nous interdisait de sourcer en Chine. Le robot nous obligeait de sourcer des pièces à un niveau, alors que fonctionnellement, en termes de valeur ajoutée, c'est des pièces qui passaient très bien, mais le robot nous obligeait à sourcer des pièces beaucoup plus précises. Vous voyez les coûts que le robot mettait dans l'entreprise. Je suis pas du tout anti-robot. Je suis à fond dans les trucs digitaux et l'AI, etc. Je trouve Amazon c'est génial, je suis pas du tout anti-robot. Mais tant qu'on n'a pas compris le problème qu'on essaie de résoudre, c'est très difficile d'avoir un avis sur la solution. Ça vous parle, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Si je peux rajouter quelque chose dans pour votre exposé, tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je voudrais revenir sur un point que vous avez fait qui me paraît très important. Et c'est le point sur lequel vous dites qu'on a la chance en France d'avoir un niveau d'éducation générale bien supérieur au reste du monde et c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour le lean. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce sujet. Et c'est tout à fait mon expérience. Et d'ailleurs, même l'expérience de mes amis américains. C'est-à-dire que la France est un pays étonnant d'un point de vue industriel où nous avons des problèmes bien connus que nous répétons tous les jours concernant la relation entre le management et les syndicats, entre les règles et tous les problèmes qu'on a. Mais en revanche, on a cet actif extraordinaire que si vous engagez vos équipes dans les chantiers d'amélioration continue, si vous faites appel à leur culture, à leur enthousiasme, à leur intelligence, vous arrivez à avoir des résultats extraordinaires. Et c'est tout à fait mon expérience et l'expérience de certains de mes collègues américains. En fait, j'ai travaillé à un certain moment dans ma vie avec un certain nombre de sociétés dans l'industrie automobile, en particulier une société qui s'appelle Delphi, qui a souffert de beaucoup de choses chez General Motors, mais qui a eu un moment des chantiers lean assez forts. Et la meilleure usine du monde pour Delphi, c'était l'usine de La Rochelle. Autre élément important de mon expérience, c'est donc lors d'une de mes visites chez Toyota, quand vous allez chez Toyota au Japon,
vous voyez que les usines ont des usines sœurs, c'est-à-dire des usines qui font la même voiture, mais dans un autre endroit dans le monde. Et un jour, mais sans vraiment le savoir, j'étais dans l'usine Toyota, qui est la sœur de celle de Valenciennes. Nous fabriquons la Yaris pour l'Europe. Et là, ils ont donc un certain nombre d'échanges lorsqu'ils fabriquent la même voiture dans les chantiers Kaizen. Et le japonais qui pensait que j'étais complètement américain, puisque pour les japonais, de toute façon, la manière dont on parle est affreuse, et même quand on parle anglais avec l'accent français comme moi, pour eux, c'est toujours des bruits désagréables, mais ils n'ont aucune idée que j'étais français. Et donc le gars de Toyota nous expliquait donc, comment marchait cet échange de best practice entre Kaizen, entre les usines, et il nous expliquait que l'usine française était extraordinaire, qu'ils arrivaient avec des idées que les Japonais n'avaient jamais eues et qu'ils appliquaient les idées de Valenciennes au Japon. Alors je vous assure qu'ils n'avaient aucune idée que j'étais français. Donc, mon point, c'est que si on applique ces disciplines que vous avez très bien présentées, en France, on a une chance inouïe parce que nous avons des gens qui sont bien formés, intelligents, qui ont leurs propres opinions. Et c'est ce qui parfois est très difficile en France, que tout le monde a son opinion, mais si, comme vous l'avez expliqué, avec la discipline de management lean, on utilise les opinions des gens pour les aider, pour qu'ils s'améliorent et eux-mêmes commencent à être les moteurs de l'amélioration, nous avons un avantage énorme en France. Avantage qu'hélas, on n'a pas utilisé très souvent. Enfin, j'ai des exemples dans ma vie où je sais que les usines françaises ont été vraiment au sommet. Pour conclure ma petite intervention là-dessus, je peux vous dire aussi qu'on peut même engager les syndicats là-dedans. J'ai eu donc dans des usines en France, chez GE, des syndicats, des CGTistes qui faisaient du Kaizen et qui venaient m'expliquer les résultats du Kaizen. Et qui étaient tout à fait partisans de cette méthode, qui comprenaient que c'était comme ça qu'on pouvait sauver leur usine et la rendre productive au niveau mondial et faire qu'on continuait à fabriquer en France. Voilà, donc je veux vraiment vous soutenir dans ce message positif qui est que si on fait du lean en France, on est en fait très bien placé pour utiliser la puissance de cet outil. Alors je rejoins Marc avec... C'est Marc qui vous a donné la plus grande leçon, je ne sais pas si vous l'avez entendu par contre. La clé de tout ça, c'est commencer par la qualité. La qualité. Le débat en France, que ce soit au niveau politique, au niveau de vos patrons, n'est qu'un débat sur les coûts. À partir du moment où on fait qu'un débat sur les coûts, on commoditise tout. On se met en concurrence avec des gens à bas coût. Donc on n'a aucune chance de tirer profit du niveau de culture générale qu'on a, parce qu'on leur demande rien. Parce que tout ce qu'on leur demande, c'est de s'abaisser, d'être encore plus bête, de suivre les instructions pour être en concurrence sur les coûts avec des pays à bas coût. C'est absurde. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce que Marc a dit, c'est très très puissant, mais j'ai un souci, c'est que Marc fait partie des exemples de patrons qui ont compris que lui, lean, ça commence par qualité. Et les deux exemples qu'il vous a donnés, c'est que le lean commence par la qualité. Donc c'est essentiellement notre problème qu'on a globalement. C'est que oui, le lean marche, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Si vous êtes là, il n'y a plus de débat plutôt qu'on en fait. Par contre, on a un vrai débat, c'est comment est-ce qu'on fait rentrer la qualité en premier. Et alors ça, ce qui est vachement intéressant, c'est que je travaille pas mal avec des boîtes allemandes, et ça, les Allemands ont compris. Alors eux, par contre, ce qu'ils ont compris, c'est de la qualité très chère. C'est qu'ils ne savent pas faire la qualité lean. Eux, ils font de la qualité en mettant des moyens et ils prennent le mieux de tout toujours, et c'est la qualité allemande. Mais ça marche quand même vachement mieux que ce qu'on fait nous. Donc, je crois que là, la grande leçon de la journée, c'est celle de Marc. Je ne sais pas si vous l'avez repéré, mais pour lui, les deux fois qu'il vous a parlé de lean, il vous a parlé de qualité et d'implication de vos gars dans la qualité, et c'est ça qui fera la différence. Et je crois qu'on est en retard. Merci beaucoup. Marc, c'était un honneur, un privilège. Merci beaucoup. Merci.